C'est pas mal. Merci d'être là pour cette avant-première donc de ce film de Wim Wenders à propos, sur, avec Anselm Kiefer, qui sortira le 18 octobre partout en France, en 5D, mais aussi en 3D, mais aussi en 2D, et pas encore en 5D. Bernard est là pour m'accompagner au cas où Anselm ferait semblant de ne pas comprendre le français. Or, il le comprend très très bien, il le parle aussi excellemment. Mais peut-être Anselm donnera un peu de boulot quand même à Bernard pour traduire les propos. Donc, ja, ich kann anfangen mit Deutsch sprechen. Ja. Voilà. Aber mein Deutsch hat inzwischen einen französischen Akzent. Non, il a peur de parler non, avec un accent français. Alors, je vais commencer cette conversation un peu compliquée pour essayer non pas de vous éclairer sur le film que vous allez voir, mais pour essayer de comprendre l'esprit, la démarche, finalement, dans lesquelles ce film existe encore aujourd'hui. Donc, ma première question, elle s'adresse à Wim. Qu'est-ce que ça veut dire être peintre, Wim ? Être peintre, c'est faire le plus beau boulot du monde. Moi, quand j'entre dans l'atelier d'un peintre, ça me fait mal parce que c'est la vie que j'ai pas menée. Et quelquefois, ça me fait mal. Et quand je vois Anselm au travail, je peux pas arrêter de penser, peut-être c'était... J'aurais dû rester peintre, parce que je voulais être peintre toute ma vie, mais la cinématique m'a détourné. Alors c'est une belle vie, hein, à mon avis. Oui, et moi j'ai un avantage, hein, parce que toi, tu fais un film, et puis c'est sorti, et tu peux plus rien faire de ce film. Et moi, chez moi, le tableau, c'est jamais fini. Alors je peux toujours le mettre à l'abri, ou dans le soleil, ou dans la pluie, ou dans le conteneur, et puis je peux le prendre après 10 ans, 20 ans, ou comme je veux. Et lui, le pauvre, pas. Il est fixé sur un film. J'ai toujours rêvé de faire un film que je pourrais te changer tous les jours. Je pourrais voir avec vous, et un, ce sera un autre. C'est un rêve à moi, mais c'est un peu difficile. Un peintre, il a de la chance. Il sort le truc et il peint dessus. Moi, je l'ai toujours cru qu'un écrivain, c'est le mieux d'être. Parce qu'on peut travailler partout. Un artiste, il doit porter ses couleurs, tout ça avec lui. Et toi, quand j'ai vu, quand tu as fait le film, toutes les personnes qui t'entourent, hein, c'est énorme. Hein. Bon, c'est un plaisir aussi. Tous ces gens. Alors vous allez le voir, le film n'est pas un film illustratif sur Anselm Kiefer, c'est un film que je considère aussi comme autobiographique de Wim Wenders sur son histoire, sa génération, son engagement en tant qu'artiste, sa solitude, leur solitude, et évidemment cette grande question qui est comme un tourment, qui est comme une obsession, qui va marteler le film à chaque seconde, à la fois dans l'expression de l'image, mais aussi dans la temporalité du film, c'est l'Allemagne. Ils sont tous les deux quasiment jumeaux. Alors, parlons de ce rapport à l'Allemagne. Parlons de vos enfances respectives, parce qu'il est beaucoup question de l'enfance d'Anselm à l'intérieur de ce film, mais parlons de la vôtre, Wim Wenders. Il est l'aîné, lui.
Oui, mais justement, vous êtes le plus petit, vous allez Ça se commencer. Moi, je suis né dans la semaine après que les 2 bombes sont tombées sur le Japon. Ansem, en ce moment, il avait déjà 6 mois. Lui, quand il est né, il y avait des bombes sur la petite ville où sa mère a donné naissance. Donc, il a été né au sous-sol. Parce que c'était encore en février. On a ça en commun, d'être né dans l'Allemagne, de grandir dans un pays qui n'existait pas. Lui, au bord du Rhin, de l'autre côté, il y avait la France et on ne pouvait pas traverser parce qu'il n'y avait plus les ponts. Moi, c'était sur la même rivière, la Rhin, 500 km plus au nord. On ne pouvait plus passer parce qu'il n'y avait plus les ponts. Alors, on avait les mêmes débuts et je suis sûr que le Rhin avait la même odeur là-bas chez toi que chez nous. Le Rhin, c'est ma première mémoire. Et pour vous, Anselme, le Rhin? Le Rhin, alors je suis né à Donaueschingen, parce que je vivais d'abord avec ma grand-mère, parce que ma mère ne me voulait pas vraiment. Et à Donaueschingen, c'est intéressant parce que moi, quand j'étais né dans le sous-sol, notre maison était bombardée. Alors si j'étais pas né dans cette nuit, mais ma mère et moi, on serait plus là. C'est un commencement. Hein. Mais après, on est bougé à Stade, c'est près du Rhin, et le Rhin m'a beaucoup beschäftigt. Occupé. M'a beaucoup occupé parce que c'était la frontière, et au-delà, c'était comme das gelobte Land. Das gelobte Land. Ah oui, la terre promise. C'était la terre promise, on voyait. C'est vous. Oui, je voyais, on ne pouvait pas y aller. On ne pouvait pas nager juste là parce que c'était trop fort le courant, tout ça. Alors c'était une chose très spéciale pour moi. Et c'est drôle, c'était la frontière, mais au printemps, quand les Gletscher schmelzen. La fonte des neiges. Oui. Alors le Rhin devient plus grand, il a un nom de tout, et nous avions dans notre maison qui était pas loin du Rhin, de l'eau du Rhin dans notre cave. Alors la frontière entre l'Allemagne et la France était dans notre cave, vous comprenez? C'était drôle. Il faut dire que, bon, on est nés en même temps, mais ce qui nous marquait tous les deux, c'est quand on est dans un pays qui n'existait plus, qu'il fallait réinventer, et ça a été réinventé avec la condition sine qua non d'oublier le passé. Et comme on est enfant, on n'a rien à oublier, mais peu à peu, on comprend ce que c'est que tout le monde a oublié. Et ça nous a marqué d'une manière inconsciente d'abord, et plus tard, de plus en plus consciemment. Moi, ça m'a marqué de manière que j'ai toujours voulu quitter le pays quand j'ai compris ça. Et Anselme l'a réagi de la manière contraire. Il est resté pour combattre l'oubli. Combattre l'oubli, on le voit à l'intérieur du film, mais aussi être fidèle à sa propre enfance. C'est ce qu'on voit dans votre film, Wim Wenders. Et on a l'impression que l'enfance, c'est le territoire d'où va tout sortir, l'artistique, le don de soi, la possibilité, toutes les possibilités. Mais on voit aussi que dans votre film, les adultes sont vraiment très loin, très loin. Le film est porté par un sentiment que l'enfance est le territoire inviolé. Et que les adultes sont un peu loin, ils seront toujours loin. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti pendant votre enfance? Ah oui. J'étais dans mon propre royaume, avec quelques autres gosses. On était seuls au Rhin. C'était ça notre liberté, parce qu'il n'y avait personne à nous garder. On a joué dans les ruines.
comme on ne connaissait rien d'autre, c'était beau. Il n'y a rien de plus beau que des ruines pour jouer dedans. Si on ne sait pas ce que c'est, si on ne connaît pas d'alternative, pour moi, le monde était beau. Jusqu'à ce que j'ai vu des peintures et je me suis rendu compte qu'il y avait des mondes encore beaucoup plus beaux que nos ruines. C'est les ruines, c'est les peintures qui m'ont montré ça pour la première fois. Oui, et le souvenir, c'est très important pour un artiste, pour un écrivain aussi. C'est une chose philosophique. Je le dis maintenant en allemand. Das Neue entsteht nur aus der Erinnerung. Das Neue entsteht nur aus der Erinnerung. Wir sind das Neue, wenn wir uns erinnern und wenn wir das wieder vergessen können. Sous-titre. Le nouveau ne peut surgir que du souvenir. Et c'est nous qui sommes le nouveau, et pour cela, il faut oublier. On a l'impression que chacun d'entre vous, vous avez construit votre rapport au monde en étant justement ces enfants solitaires. Vous ne pouviez compter sur personne, en tout cas pas sur les générations des adultes qui vous ont souvent menti ou qui vous ont souvent tué la réalité du monde, et que c'est peut-être aussi un de vos points communs très profonds, c'est cette espèce d'autonomie et de force trouvée. Je reprends votre terme, Wim Wenders, prince dans votre royaume. Comment avez-vous, chacun d'entre vous, construit votre royaume? Toujours moi d'abord. Bah oui, Mais c'est ton film. Hein? Mon royaume s'est construit lentement avec les éléments que j'ai aimés dans la vie. C'était bientôt la peinture. On n'avait pas grand-chose chez nous. On avait des imprimés cheap. Bon, c'était Corot, trois petits Camicoro. Ah non, comment il s'appelle? Oui, Corot. Et les fleurs de sol de Bangor. Et puis, il y avait la housse de mon père, et il y avait tous les peintures dedans, et je les ai tous découpés. À l'horreur de mon père, j'ai découpé le sacré truc pour enlever toutes les peintures, et je l'ai mis sur le mur, parce que là, c'était le monde plus beau. Un peu plus tard, début des années 50, il y avait les comic strips qui arrivaient. Pas les Allemands, mais les Américains, les Mickey Mouse et les super-héros. Et c'est là que j'ai investi tout ce que j'avais, parce que ça c'était génial. Histoire et petite peinture en cadre. J'ai un grand amour pour le cadre depuis ça. Depuis que je suis petit, je sais ce que c'est un cadre. Beaucoup plus aussi du Mickey Mouse que de la peinture, mais surtout de la peinture aussi. Et puis est arrivée la musique. J'avais rien pour la musique de ma mère, c'était la musique allemande. Et la musique de mon père m'ennuyait aussi. Mais j'ai entendu pour la première fois le rock'n'roll et le blues, et je sentais, voilà, ça c'est l'avenir. C'est là que je veux être. C'est ça mon monde et ma musique. Et bon, je suis peu à peu grandi avec la culture de l'occupant. La culture américaine qui est devenue la culture qui m'a remplacé la culture allemande avec laquelle je ne savais rien faire. Alors, pour moi, c'était un peu différent parce que j'ai vécu dans une atmosphère très petit bourgeois. Mon père était professeur, ma mère était professeur aussi à l'école. Et moi, j'ai beaucoup souffert. Je pensais c'est pas ma place. Je veux être ailleurs. J'ai beaucoup souffert. Et quand j'allais dans une autre ville, je m'imaginais toujours dans ce bâtiment, j'aurais mon atelier, etc., etc. Et c'était, parce que vous parlez de royaume, non? Alors, c'était toujours un royaume, Un royaume rêvé. rêvé. Un royaume rêvé. Et ça continue. Je rêve toujours
d'autres endroits. Alors, une fois, je voulais avoir une fois un atelier dans le Negev, parce que c'est le désert et il y avait beaucoup de trucs militaires capoutes. Et j'imagine toujours d'être dans un autre endroit où ça peut être mon royaume, mais c'est jamais fixe, c'est toujours dans le futur. Alors on va en venir au film. Wim Wenders, ça fait très longtemps qu'il fait des films qui restent et resteront dans l'histoire du cinéma. Mais là, il y a quelque chose peut-être de plus, c'est l'histoire d'une rencontre et l'histoire d'une transmutation et l'histoire d'une transformation. Wim, je crois que vous ne faites pas un film sur en scène. Vous faites un film sur ce que ça veut dire être un créateur. Vous avez déjà fait des films qui étaient des hommages, et tout le monde se souvient ici dans cette salle de ce film magnifique qui avait été consacré à Pina Bausch. Là, quelques années plus tard, vous continuez ce chemin d'hommage, sauf que quand vous avez tourné le film avec Pina, elle était bien vivante. Quand le film est sorti, elle n'était plus vivante. Là, eh bien, en scène, elle est bien vivante. Mais l'histoire de cette rencontre entre vous est assez extraordinaire parce que vous vous êtes d'abord rencontrés il y a très longtemps sans avoir forcément l'idée de travailler ensemble. Mais elle est morte avant, non? Non, elle est morte. Quand on a commencé le film, elle était vivante, et puis elle est morte juste avant le tournage. Ah oui, on a voulu faire le film ensemble. Mais non, elle est morte tout d'un coup. Personne ne savait, ni sa famille, ni ses danseurs. Elle est morte d'un jour à l'autre. Et peut-être elle-même ne savait pas qu'elle était malade. Elle savait la dernière semaine, oui, mais pas avant. Enfin, nous deux, ça remonte à 91. Moi, je suis dans ma salle de montage à Berlin pour monter jusqu'au bout du monde, et je vais tous les jours dans le même restaurant. Une fois qu'il y a un truc qui me plaît, j'y vais tous les jours. Et ça s'appelait Exil. C'était un écrivain autrichien, aussi Wiener, qui avait ce restaurant, et c'était formidable. J'étais là tous les jours, il y avait la bonne musique, il y avait du jazz et du blues, tout le monde pouvait fumer, et il y avait des bons plats. Et un jour, il y a quelqu'un qui entre et qui regarde et qui ne s'y connaît pas, et il n'y a pas beaucoup de place, sauf à ma table. Et il s'assoit. Bon, il fait une geste, est-ce que je peux? Oui. Et c'est à suivre. On s'est reconnu un peu, on ne se connaissait pas, on ne s'est jamais vu, mais je savais que c'était Anselm Kiefer, et lui, je crois qu'il savait que c'était Wim Wenders. Ah non, je savais très bien parce que nous étions dans les années 80, nous étions toujours invités sur des talk shows. Et tous les deux ensemble, parce qu'on commençait à être. Mais on ne parlait pas. Non, toi tu y allais, moi j'y allais jamais parce que je n'allais pas, je voulais pas être visible, vous savez, comme ça. Et puis je te connaissais très bien. C'est ta faute alors, tu aurais dû venir. Et je connaissais tous les films, hein. C'est le film où le Volkswagen va dans l'eau, comment ça s'appelle ce film? Au fil du temps. Hein? Au fil du temps. Oh. Laufe der Zeit. Ja, Laufe der Zeit. Laufe der Zeit. J'ai aimé ces films, c'était noir et blanc. Hein. Parce que noir et blanc, c'est plus coloré qu'un film coloré. Hein. Raison. De toute façon, tu es arrivé, tu t'es assis à la table, on a commencé à parler, on s'est bien entendu. À la fin, tu m'as offert un cigare, lui il fumait 10 par jour, et même quand il est entré par la porte, on sentait le cigare, à 20 mètres. Et ça m'a impressionné. Et à la fin du repas, on se dit, bon, peut-être on se revoit demain. Et c'est devenu une tradition. On l'a fait pendant plusieurs jours. Pas tous les jours, mais pendant 2-3 semaines, parce que toi, tu bossais à Berlin. Oui. Je faisais une exposition à Berlin, dans la Nationalgalerie, qui était très mal.
pris en Allemagne, parce qu'en Allemagne, on m'aime pas. Et j'ai montré les mêmes tableaux avec lesquels j'ai eu beaucoup de triomphes en Amérique, dans les années 80. C'était les mêmes tableaux. Et aucun critique était positif. Je ne veux pas des critiques positives, mais je veux quelque chose que qu'on réfléchit quand même. Alors c'était très mauvais, tu te souviens, non? Je me souviens de l'exposition, et tu me l'as montré avant que c'était ouvert, parce que tu étais encore en train d'installer, et c'était magnifique et gigantesque, et pour moi c'était incroyable. J'étais sur le cul. Et bon, arrivé le jour de l'ouverture, et là les journaux qui apparaissent, et je les lis, et je me dis, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'était un seul grand malentendu. Ils n'ont rien vu. C'était des gens qui n'ont rien vu, qui avaient une opinion, et là, alors ils ont écrit sur leur opinion. Ils n'ont pas vu ce que moi et quelques d'autres gens ont vu, alors ils t'ont massacré. Oui, ils n'ont pas réussi, mais... Non, pas réussi. Mais c'était quand même, c'était drôle, non? C'était bizarre. Et parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une ligne, c'est le canal. Le canal. Entre la France et l'Angleterre. Ah, la Manche. La Manche. La Manche. Alors, au-delà de la Manche, ils me suivent partout et tout ça, mais en Allemagne, non. De toute façon, déjà, avant la sortie, déjà, après quelques repas et quelques cigares, on se connaît assez pour que Anselm sache que moi, j'ai voulu être peintre. Mais je suis devenu cinéaste, et moi, je savais de lui qu'il avait beaucoup envie de faire des films et était devenu peintre. Alors, c'est toi qui as dit un jour, alors, il faut absolument que nous deux, on fasse un film. Et c'est là que le plan est né, et je suis hyper content que ça a duré 30 ans. Parce que j'étais pas prêt à l'époque. Pourquoi pas prêt? J'avais pas les moyens, pas budget, mais j'avais pas les moyens de saisir un œuvre comme ça. Maintenant, je l'ai, et aussi parce que le cinématographe a avancé, et j'ai pu se faire d'une manière que je vous emmène dans les ateliers d'Anselm, et vous êtes dedans dans son royaume. Et ça, à l'époque, j'aurais pas pu faire. Vous avez attendu 30 ans pour pouvoir filmer le travail d'Anselm. Est-ce que le langage de la 3D a été une nécessité pour pouvoir percevoir la profondeur du travail d'Anselm? Je ne veux pas vous dire le film, mais je n'aurais pas fait le film si je n'avais pas eu cet outil et si je n'avais pas la possibilité de vous faire voir plus. On voit bien des choses là. Ça, vous voyez une image, c'est comme si on regarde un catalogue. Si vous regardez les œuvres d'Anselm dans un catalogue, on n'avait rien vu. Vous n'avez absolument rien vu. Et sur un écran plat, le travail d'Anselm est invisible. Vous pouvez regarder, vous connaissez un peu peut-être comme ça, comme historien, mais vous n'avez pas expériencé. Et j'ai voulu que vous, aujourd'hui c'est vous, que vous faites cette expérience. Vous n'êtes pas dans un film, vous êtes dans une expérience, mais n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Est-ce que vous dites cela, Wim Wenders, parce que le travail d'Anselm, il est fait à partir de sédimentation, à partir de couches successives, à partir de matériaux déposés sur ce qui n'est plus une toile, mais beaucoup plus d'autres matériaux qu'une toile, etc. Est-ce que cette manière de faire de la peinture a nécessité justement une exploration cinématographique particulière pour dire toutes ces couches, pour traverser toutes ces couches? Bon, il n'y a pas seulement les couches, il y a le fait que si on s'approche, on voit énormément de choses. On voit les matériels, on voit l'épaisseur, on voit Stroh, La paille. La paille, on voit des Sonnenblumenkerne. Des graines de tournesol. On voit mille choses, et puis
on voit ça, on voit un matériel, et puis et on voit achat. De la cendre. La cendre, voilà, c'est bien que vous êtes là. Et la poussière, on voit des choses, et puis on s'éloigne et on voit plus du tout ça, du tout. On voit autre chose, on voit une structure, on voit le ton au travail, on voit le monde, parce que ce mec-là, il a peur de rien. Il croit qu'il n'y a rien au moins qui échappe à la peinture. Il peut peindre l'histoire, il peut peindre l'univers, il peut peindre les atomes, il peut peindre tout. Et ça, on ne voit pas dans un catalogue. Mais on le voit quand on est devant son œuvre et quand on est dans ses paysages, parce qu'il est aussi un grand architecte, il fait des constructions incroyables, souterrains, il construit des tours, il fait des choses, il n'a peur de rien. Et pour vous m'emmener là, j'avais besoin que vous soyez là. Et on n'est jamais là dans un film, on est loin dans un film. On peut faire ce qu'on veut, on peut rêver dans un film, bien sûr. Mais là, je ne voulais pas vous faire rêver, je voulais que vous soyez là. Et là, pour ça, j'avais besoin de cet outil qui est 3D parce qu'on voit plus que jamais. De manière que beaucoup de gens ont peur de ça parce que les acteurs, par exemple, il y a des acteurs qui ne font pas ça parce qu'ils savent qu'on voit aussi toutes les fautes. Et les maquilleurs et les gens qui font les... On voit tout. Tout est agrandi et quadruplé pour le cerveau. C'est pas seulement la profondeur, c'est aussi la présence est tellement plus là. Et votre cerveau est occupé 10 fois plus que dans un film où vous pouvez... Il y a un petit morceau de votre cerveau qui travaille dans un cinéma, mais dans un film 3D, tout votre cerveau est impliqué, même pour poser pour créer l'espace, parce que c'est pas là-dessus, ça reste plat. Pour vous, ça devient une fenêtre. Vous restez à l'infini et vous regardez à l'infini. Donc il y a tellement plus à voir, et pour le monde en scène, je ne savais pas, j'aurais pas pu le faire en image plate. Alors on rentre effectivement dans la tête, dans le corps, dans scène. La poésie est convoquée. On y entendra notamment un des plus beaux poèmes de Paul Celan à l'intérieur de votre film, Wim Wenders. Pourquoi vous avez accepté en scène d'être filmé, en train de travailler, work in progress, sans phare? Normalement, je ne fais pas ça. Alors, les gens n'entrent pas dans mon atelier, je reste chez moi. Mais j'avais confiance concernant Wim, parce que je connaissais ses films, et je savais que c'est un collègue. Alors c'est tout. Il m'a demandé au commencement, qu'est-ce que tu veux que je montre? J'ai dit, non, je veux rien. Je veux être surpris. Je veux voir quelque chose que je ne savais pas avant. Et ça, il a fait. Il faut la confiance parce que normalement, mon atelier, c'est moi, hein, c'est tout. Il y avait une barrière. Il y avait une petite barrière. C'est quand même, on a parlé pendant toute une semaine avant de commencer le tournage, on a parlé tous les jours. Tout l'après-midi, on avait un sujet, on a parlé de 3-4 heures. À la fin, ça donnait un transcrit de 1000 pages. C'était un peu ma Bible pour faire le film. J'avais plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Ah oui, je me souviens maintenant, je t'ai beaucoup écrit. Oui. Ah oui, j'avais oublié. On a fait ça pour ne pas parler pendant le film, parce qu'il n'a pas fait un seul interview dans le film. C'est pour... This is not a spoiler. Enfin, mais il y avait une barrière. À un moment donné, avant le film, on buvait déjà un verre le soir et tu m'as dit, Wim, tu crois pas que dans un film sur un peintre, la chose la plus ennuyante, c'est quand on le voit peindre? Tu crois pas? Est-ce que vraiment tu veux me montrer quand je suis en train de peindre? Je trouve dans les films sur les peintres, c'est sans intérêt. Il ne faut surtout pas les montrer en train de peindre. Tu voulais pas? Non, je veux toujours pas. Chez toi, c'est différent, mais je ne veux pas qu'on me voit peindre parce que ce que je fais, c'est toujours fait là. C'est surtout des défauts. Oui.
je fais toujours des défauts, et le jour après, je les corrige, et puis ça continue. On ne peut pas normalement arrêter ça, le moment. Enfin, on vous voit, et puis ça sera ma dernière question, parce que je pense que les personnes veulent voir le film et vous découvrir tous les deux. Mais on vous voit par moments, filmé par Wim Wenders, en train de réfléchir, plus que de agir. Mais c'est ma vie. Je réfléchis plus que je agis. J'ai un journal et j'écris chaque jour ce que j'ai fait, et je suis très critique avec moi, et j'essaie de expliquer ce que j'ai fait avec ma tête, et de reprendre le matin après. C'est toujours la réflexion. Et vous n'avez pas peur que ce film fige votre inspiration, si tant est que vous acceptiez ce mot d'inspiration? Je ne crois pas que quelqu'un peut me figer. Bon, ben alors vous allez comprendre pourquoi. Un dernier mot, Wim, c'est un film d'artiste, mais vous êtes tous les deux artistes, et il y a une manière de faire du cinéma comme si le tableau était là dans sa vibration, dans son côté vivant, comme s'il vibrait sur un écran de cinéma. Oui, c'est les œuvres qui parlent. C'est pas moi qui parle, c'est les œuvres qui parlent. D'ailleurs, ils ont des voix quelque part. Quelquefois, les œuvres ont des voix. C'est les œuvres qui parlent. C'est pas un film pour vous donner une opinion sur Anselm Kiefer, c'est pour pouvoir faire votre opinion après, mais pendant le film, on n'a pas besoin d'opinion. Vous avez assez à voir sans opinion. Merci. Et avec émotion et sensation. Merci infiniment à vous deux. Le film sort le 18 octobre, en 3D et en 2D. Merci infiniment à vous deux. Et bravo.